Public servants, thought leaders, and experts from across Canada are reflecting on the ideas shaping public service, leadership, policy, governance, innovation, and beyond. This is the Review and Reflection series, produced by the Canada School of Public Service. Monsieur Tellier, un grand plaisir et un grand honneur d'être ici aujourd'hui avec vous. Vous avez été greffier du Conseil privé, le plus haut fonctionnaire au gouvernement du Canada. Vous avez été président, directeur général du Canadien national, la plus grande compagnie ferroviaire au Canada, PDG aussi de Bombardier. Donc, on va commencer des tout débuts. Racontez-nous, vous êtes né où et comment votre enfance puis votre adolescence ont un peu influencé vos qualités de leader plus tard? Je suis né dans une ville qui est une petite ville à ce moment-là, Joliette. Mon père était avocat, mon grand-père était avocat, ensuite juge. Des parents extraordinaires, extraordinaires. J'étais le cinquième d'une famille de 6. Je n'étais pas le plus facile. Mon père avait une patience extraordinaire. Après ça, je suis allé au collège de Joliette, qui est un collège classique. Après une couple d'années, ils m'ont remercié de mes services. Et puis, je suis passé au collège Sainte-Marie à Montréal, chez les Jésuites. Et après ça, j'ai été finir mon BA, mon baccalauréat SA à l'Université d'Ottawa. Et c'était un point tournant parce que j'ai beaucoup aimé l'Université d'Ottawa. Et puis, j'ai décidé de continuer après mon BA, faire ma licence en droit. Et mon père me disait, reste donc à Ottawa, c'est des petites classes, tout le monde va t'appeler par ton prénom, et ainsi de suite. Il connaissait certains professeurs qui étaient là. Puis on était choyés. On avait 2 juges de la Cour suprême qui nous enseignaient. On avait le sous-ministre de la Justice qui nous enseignait. C'était différent d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de professeurs à temps partiel. On avait le conseiller juridique de la Chambre des communes. Donc, je m'étais toujours intéressé aux affaires publiques. Et puis, j'ai fait ma licence en droit là. Je suis revenu ici au Québec pour passer mon barreau. Parlez-nous de vos premiers emplois, puis comment ça aussi, ça a un petit peu façonné la suite, là. J'ai été extrêmement choyé, privilégié. 2 emplois qui me viennent à l'esprit. Quand j'étais étudiant à l'Université d'Ottawa, j'ai eu un emploi d'été et je travaillais à la brasserie O'Keeffe. Et je manipulais 6400 caisses de 24 par chiffre de travail. Une ligne de production, la bière arrivait, prenait la caisse, il y avait un gars en face de moi qui faisait la même chose. Lui, en prenait une, il la mettait sur la palette. Moi, je faisais la même chose de mon bord, et ainsi de suite. Et le patron était un être exécrable, criait tout le temps, désagréable. Et je me suis rendu compte que la seule personne qui pouvait protéger nos intérêts, c'était le chef syndical sur le plancher. Et donc, j'ai développé de bonnes relations et toute ma carrière, j'ai jamais eu de confrontation avec les syndicats. Et d'ailleurs, il y a un chef syndical qui était ici au CN, qui vit à Saint-Sauveur maintenant, et puis on se parle, puis ainsi de suite. Puis quand je suis parti du CN, il m'a dit « T'étais un enfant de chien, mais maudit que je te respectais. » C'est ça l'important. Ouais. Wow! Et ça, c'était majeur. Et ensuite de ça, quand je suis arrivé à l'Université de Montréal, quand j'ai commencé à enseigner, je gagnais 8300 $ par année. J'étais marié, j'avais un enfant. Et les syndicats ont demandé, chercher un professeur pour leur enseigner le droit constitutionnel et le droit administratif, surtout le droit administratif. Et les cours se donnaient samedi, un samedi à Sorel et un samedi à Sherbrooke. Et donc, Sherbrooke, il n'y a pas d'autoroute. Il fallait que j'aille coucher là la veille. Et évidemment, on se ramassait au motel. Puis j'étais avec les chefs syndicaux encore une fois. Fait que ça a été des expériences extraordinaires. Puis ça m'a servi le reste de ma carrière. Extraordinaire. Fait qu'à un moment donné, vous devenez fonctionnaire. C'est les années 70. Parlez-nous de ce contexte-là et de comment vous devenez fonctionnaire. Un peu par hasard. Je n'avais jamais pensé à devenir fonctionnaire. À
après avoir fait ma cléricature, j'en suis venu à la conclusion que je n'étais probablement pas... je n'avais pas le tempérament de pratiquer. Je suis allé à Oxford pendant 3 ans en administration publique. Puis un jour, je reçois un coup de téléphone du doyen de la faculté de droit qui me dit « On aimerait ça te recruter ». Que j'ai accepté, je me suis venu à Montréal, comme je le disais tantôt, avec un immense salaire. Et puis, à la fin de ma première année, j'ai reçu un coup de téléphone de Jean-Luc Pépin, qui était un homme extraordinaire, qui était lui-même, qui avait été un professeur à l'Université d'Ottawa, que je ne connaissais pas. Puis, M. Pépin m'a dit, je me cherche un chef de cabinet. Dans ce temps-là, c'était moins prétentieux, il disait un adjoint exécutif. Ça que donc, il dit, viens me voir à Ottawa. Que je suis monté avec mon épouse. Puis on a stationné dans ce temps-là, la sécurité n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, stationné à la porte du Parlement. Puis je dis à André, ça ne sera pas long, là. Puis finalement, je passe 3 heures avec M. Pépin. Puis il m'offre le poste d'adjoint exécutif, chef de cabinet dans son bureau. Puis dans ce temps-là, c'était des petits bureaux, hein. C'était pas du personnel de 50 personnes comme aujourd'hui, là. M. Pépin avait 3 adjoints, moi, qui était son adjoint principal. Il y en avait un qui s'occupait du comté, puis l'autre qui était le ministère, qui s'occupait de la correspondance. Donc, le doyen m'a dit, écoute, Paul, tu viens d'arriver, là, tu es en train d'écrire, tu es en train de corriger les examens de première année. Tu ne peux pas t'en aller. Il dit, écoute, tu dois aller travailler à Ottawa, vas-y, mais tu continues à enseigner. Mais j'ai dit, écoutez, je commence. Non, il dit, on va concentrer ton enseignement, 3 heures de cours, le lundi matin. Le lundi matin, j'enseignais. Là, je suis retourné. J'ai retourné à Ottawa, travailler avec M. Pépin. Et quand est arrivée la campagne, donc je suis arrivé dans le temps de M. Pearson. M. Pépin était ministre de Pearson. Après ça, il est devenu ministre de M. Trudeau. Et suite à la campagne, M. Robertson, qui était le greffier du conseil privé, m'a dit, Paul, viens donc travailler avec moi. M. Trudeau est intéressé à revoir la Constitution. Et puis, tu peux faire une contribution, et viens donc. C'est que j'ai quitté le bureau de M. Pépin, mais encore là, je n'avais aucunement l'intention, pour revenir à votre question, de devenir un fonctionnaire permanent. Et puis, je suis resté en fonction publique pendant 22 ans. Après une couple d'années avec M. Robertson, M. Bourassa, lui et moi, on enseignait au même groupe d'étudiants, plus ou moins. Et M. Bourassa a essayé de me convaincre de me présenter à l'élection 70. Et puis, j'ai dit non. Et après l'élection, une semaine après l'élection, il dit, écoute, tu travailles au bureau du conseil privé à Ottawa avec M. Robertson. Pourquoi tu ne viens pas travailler comme greffier adjoint au secrétariat général du gouvernement à Québec? Et je suis allé. C'était une très belle expérience. Je ne connaissais rien de l'administration québécoise. Et je suis arrivé là au mois de juillet. Puis au mois d'octobre, c'était la crise d'octobre et le décès de FLQ et le décès de M. Laporte. Je suis retourné à Ottawa après. Et puis, M. Trudeau et Michael Pitfield, un de mes prédécesseurs, avaient décidé de mettre sur pied des ministères d'État, ministère d'État à la science, ministère d'État aux affaires urbaines. Puis ils m'ont demandé de créer la boîte de politique des affaires urbaines. Je ne connaissais rien là-dedans, mais c'était agréable. Et puis encore là, à un moment donné, j'ai dit au doyen, écoute, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, c'est que j'ai cessé mon enseignement. Et puis, je suis passé de fil en aiguille. Après les affaires urbaines, j'ai été un des travaux les plus difficiles que j'ai eu en fonction publique. M. Trudeau avait décidé d'adopter la loi sur le bilinguisme et tous les postes devaient avoir une détermination sur le plan linguistique. Français essentiel, anglais essentiel, qui existent encore aujourd'hui, optionnels. Et il fallait mettre sur pied une équipe, créer des tests de langue, s'assurer qu'il y a une équipe pour corriger ces tests-là, et ainsi de suite, on partait à zéro. Et je ne voulais pas,
Et j'avais été convoqué par M. Robertson, par le secrétaire du Conseil du Trésor, puis le président de la Commission de la fonction publique. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas, je voudrais être ministre adjoint du Grand Nord, c'est ça qui me fascine. Ils ont dit, tu n'auras jamais ce job-là tant que tu ne feras pas celui-là. Donc, c'était vraiment un appel, je n'avais pas la valeur du choix. J'ai fait ça, et la raison pour je vous ai dit il y a un instant que c'était un des jobs les plus difficiles que j'ai eus. Imaginez une équipe de 50, 60, je ne me rappelle pas des chiffres, qui passe sa journée à corriger des tests de langue. Et donc, il y a bien de ces tests-là qui sont corrigés. Tu mets une grille par-dessus le questionnaire, puis là, tu comptes les corrects, non, pas corrects, et ainsi de suite. Comment motiver ces gens-là? C'était le défi. Et je me rapprochais de tous ces gens-là. À tous les 2 semaines, j'allais prendre une bière avec eux autres le vendredi soir. Les bureaux étaient pas loin de l'hôtel Skyline. Je disais, ça va prendre une bière. J'ai commencé à jouer au bowling avec eux autres. J'étais jamais rentré dans une allée de bowling. Et ainsi de suite. Je les ai amenés à la pêche au lac Saint-Jean. Puis on faisait des farces après ça parce qu'au lac Saint-Jean, tu prends de la Wananiche. Puis les anglophones avaient de la misère à prononcer ça. Wananiche! Et donc, ça a été un job extrêmement difficile. Et après ça, ils m'ont nommé sous-ministre adjoint principal à l'environnement. M. Lévesque avait été élu premier ministre du Québec au mois de novembre 1976. Le Canada anglais était extrêmement inquiet de ce qui se passait. Et puis, M. Lévesque avait déjà décidé qu'il y aurait un référendum et ainsi de suite. Et M. Trudeau et M. Robertson m'ont fait venir, puis on dit, on veut que tu mettes une équipe en place pour préparer la campagne du référendum puis la stratégie. Comment expliquer aux Canadiens, et en particulier aux Québécois, pourquoi c'est avantageux pour eux de participer à la Fédération canadienne, et ainsi de suite. Donc, j'ai mis une équipe en place de 8 personnes. Et puis, dans différents secteurs. Là aussi, j'avais résisté. J'ai dit à M. Trudeau, j'ai dit, pourquoi moi? Et il dit, M. Tellier, parce que c'était toujours, tu sais, vous voyez. Il dit, M. Tellier, et il dit, ça fait plusieurs années que vous êtes à Ottawa. Puis il dit, vous faites du ski dans Gatineau. Vous faites du ski à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. Il dit, 2h30 plus loin. Il dit, vous avez gardé des racines au Québec. Puis il dit, ça me prend quelqu'un qui connaît la fonction publique, puis qui est à l'aise au Québec, puis pas quelqu'un là, qui est né au Québec, mais qui en est sorti. Vous continuez à être imbriqué dans la société québécoise. Quand j'ai fait ça pendant très, très, très dur, très difficile, très exigeant, il y avait des bons individus, Richard Discerné, Pierre Lefebvre, des gens qui ne s'en fâchaient pas des fleurs du tapis, progressaient rapidement. Puis M. Clark est arrivé, M. Trudeau est parti, M. Clark est arrivé, et il dit, Paul, c'est évident que moi, je ne m'appelle pas Pierre Trudeau, je ne viens pas du Québec. Je viens d'Alberta, puis mon rôle dans le référendum qui s'en vient va être bien différent. Donc, il dit, on me dit que tu es compétent, tu t'es consacré à cette cause-là pendant 2 ans et demi. Où est-ce que tu voudrais aller? Je voudrais te nommer sous-ministre de l'Environnement. Bien, j'ai dit, M. Clark, est-ce que j'ai le choix? J'ai dit, si j'avais le choix, j'irais aux affaires indiennes et au Nord canadien. Il dit, es-tu sérieux? C'est un des ministères les plus difficiles. J'ai dit, oui, mais je suis fasciné, j'ai des bons rapports avec les Autochtones, puis j'ai dit, j'aime le Nord, puis ainsi de suite. Il a dit, OK. Puis là, j'ai passé 3 ans là. M. Clark a été défait, les libéraux sont revenus. Là, j'ai eu Jean Chrétien comme ministre. Je suis passé au ministère de l'Énergie. J'ai fait 3 ans là. Puis à chaque endroit, il y avait des crises. Il y a eu la crise du pétrole en 1973, la crise du pétrole encore en 1979, la politique nationale de l'énergie qui a fait
sursauté l'Ouest parce qu'ils ont taxé les producteurs pour compenser, financer les consommateurs, et ainsi de suite. Puis, après tout ça, un jour, je reçois un coup de téléphone de M. Mulroney. Puis il dit, j'aimerais ça que tu deviennes greffier du conseil privé. Il dit, penses-tu que tu peux travailler avec moi? Le premier ministre posait la mauvaise question. Êtes-vous capable de travailler avec moi? J'ai dit, je vais toujours vous donner l'heure juste. Toujours. Et il dit, c'est exactement ce que je veux. Puis il a respecté sa parole. Et je lui ai toujours dit, et je me rappelle d'une scène, je l'attendais pour une réunion à son bureau après la période des questions. Puis il s'était fâché d'une façon à la période des questions. Puis il est revenu avec les gens de son bureau, puis les gens disaient « Ah, vous étiez bon », puis ainsi de suite. Puis j'étais assis là sur la lèche de la fenêtre. Je disais pas un mot. Le personnel politique est parti. Il dit « Paul, t'as pas dit un mot. » J'ai dit « Non, ça n'a aucun mot du bon sens parce que vous êtes en Chambre des communes. » Puis là, évidemment, il s'est défendu. Puis le soir, on m'a appelé, puis il dit « Paul, t'avais raison. » Fait que M. Mulroney a toujours été comme ça. Il n'essayait pas de me faire changer d'idée, de donner mon opinion. Et puis, je l'ai payé pour ça. Puis, souvent, il me rappelait, il dit « Oublie pas, j'ai 2 jobs. Premier ministre, chef du parti. » Il dit « Là, tu me conseilles comme chef du gouvernement. Mais n'oublie pas, là, il y a une autre dimension à ça. » Il dit « OK. » Et M. Robertson est arrivé avec une phrase extraordinaire que tu ne peux pas traduire en français. « You have to be policy-oriented, but politically sensitive. » Donc, vous restez greffier pendant plusieurs années. 7 ans. Puis dans une période vraiment difficile, on commence à être très inquiet du déficit, de la dette. Il y a le rapport Nielsen qui sort avec des recommandations. Parlez-nous de cette période-là, là, puis de vos défis, puis des opportunités aussi que vous avez eues là, pendant ces 7 années-là. Le rapport Nielsen, M. Mulroney, comme c'est souvent le cas des premiers ministres conservateurs, lui et ses collègues sont arrivés en pensant que tous les hauts fonctionnaires étaient tous des libéraux. Et puis qu'on était tous dans le camp libéral. Et puis, il a donné à M. Nielsen, qui l'avait nommé vice-premier ministre, le mandat de voir comment la fonction publique pourrait être réformée. Il y a eu des bonnes choses qui sont sorties. Ça a été une des études sérieuses, simplifiées, consolidées, éliminer le gaspillage, etc. Mais, donc, il y a des choses qui ont été mises en place rapidement. Mais M. Nielsen est parti assez rapidement, un an plus tard. M. Mazankowski, qui l'a remplacé, diamétralement opposé. Puis, cette méfiance-là qui existait a changé parce que il s'est développé une relation excellente entre les ministres, les sous-ministres, les cadres supérieurs de la fonction publique, et ainsi de suite. Quand ton ministre, quand tu es sous-ministre ou sous-ministre adjoint, puis quand ton ministre réussit, tu réussis avec lui, c'est une équipe. Donc, M. Mulroney a apprécié l'appui qu'il avait de la haute fonction publique. Et puis, ouais, ça, c'est des années fascinantes, différentes crises, une autre tentative de réduire les dépenses, et puis, évidemment, une négociation avec les Américains, Meech Lake, évidemment. Meech Lake, sur laquelle on a passé beaucoup de temps. M. Mulroney croyait tellement, des mouvements très émouvants. Et il s'y consacrait, il croyait vraiment que c'était possible
d'amender la Constitution pour que tout le monde soit satisfait et ainsi de suite. Et que ça a été des bons moments. Puis c'est le meilleur patron que j'ai eu parce que extrêmement exigeant, mais très sensible et très gentil. Il appelait très souvent à la maison, mais que ce soit ma fille ou mon fils ou mon épouse, je disais à ma fille ou à mon fils, je disais comment ça s'est passé en classe aujourd'hui, comment ça va dans tes études, il s'excusait auprès de mon épouse. C'était toujours comme ça. Et une histoire que j'ai racontée souvent, parce que ça illustre bien le cas. Il y avait eu une crise quelconque. J'étais avec 3 collègues, à 24 Sussex. On avait passé la soirée là. Et puis, on sort de là, il est 10h30. Et puis, ils viennent nous reconduire à la porte. Puis là, il dit, « Hey, les gars, hein, sentez-vous bien à l'aise de prendre le reste de la journée de congé? » Et l'impact que ça a, tu sais, les gars dans le tour disaient, « Maudit que c'était un bon gars. » Puis il venait de travailler là, jusqu'à 10h30. Mais c'est une chose que j'ai beaucoup appris, ça, de lui. Ouais. Fait que vous avez parlé de rigueur, de discipline, de ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. On sent aussi beaucoup d'humilité, le sens de l'humour. Est-ce que vous pensez que c'est des valeurs qui se sont un peu perdues ou est-ce que ça existe encore, ces valeurs-là? Oui et non. Je pense que on attache probablement moins d'importance aux ressources humaines aujourd'hui. Il y avait une grosse préoccupation d'aller chercher la crème des gradués universitaires. Puis c'était le cas des grandes universités. Les classes, souvent 3 des 10 meilleures, se joignaient au gouvernement canadien. C'était, je dirais pas à la mode, mais elle travaillait au ministère de la Justice, ministère des Finances, ministère des Affaires étrangères. C'était très prestigieux. Et je pense qu'on a perdu ça. Moi, quand ça m'arrive de parler aux étudiants, je leur dis, quelle que soit la carrière que vous allez faire, l'élément le plus incontrôlable, c'est le gouvernement que vous allez avoir dans vos jambes. Il peut vous affecter par la législation, la réglementation et la taxation. Donc, que vous veniez ingénieur ou peu importe, architecte, n'importe quelle entreprise, vous vendez du pain, le prix du pain, le poids du pain, la composition du pain est contrôlée. Donc, rentrez donc dans la fonction publique pour une couple d'années, vous allez voir comment ça fonctionne de l'intérieur. Je pense qu'on a perdu ça un peu. Pour moi, là, j'ai pas hésité, j'avais pas un plan pour devenir fonctionnaire. Mais les gens que j'ai côtoyés en arrivant, c'était d'une qualité exceptionnelle. Donc, tu apprenais beaucoup et je pense qu'il faut relancer ça un peu. Très important. Puis dans ce sens-là, l'école a une importance très primordiale. Ouais. Donc, vous avez travaillé pour M. Trudeau, père, et vous avez aussi travaillé pour M. Mulroney. Parlez-nous de leur qualité de leadership, comment ils étaient différents, comment ça vous a affecté, vous, en travaillant pour eux en tant que haut fonctionnaire. Dans le cas de M. Trudeau, tous ceux qui travaillaient avec lui de près ou de loin, on était tous impressionnés par son intellect et sa culture. C'est pas un homme qui était bon à dire merci. Un jour, je lui ai dit,
On avait travaillé tard. J'avais été porté dimanche après-midi à 4 heures une note de brefage. Puis il me l'avait retourné. Puis le premier commentaire qu'il avait fait en haut de la page, si vous êtes pour utiliser ce mot-là souvent, apprenez donc à l'épeler. Et on était 5 ou 6 à avoir travaillé là-dessus. Puis les gens rentraient dans mon bureau le lundi matin, puis on dit, as-tu eu les commentaires du boss? Moi, oui. Ils disaient, ben montre-nous sa note, parce qu'il annotait beaucoup. Mais je vais te la résumer. Non, montre-moi ça va. Puis là, il voit la note en haut de la page. Là, il était furieux. Que c'était d'abord et avant tout son intellect qui impressionnait. Puis il travaillait de très près avec certains collègues, M. Robertson, Michael Pitfield, Marc Lalonde. Quand tu voyais un de ces ministres-là près de M. Trudeau, tu disais, c'est la priorité. M. Mulroney attachait beaucoup plus d'importance aux personnes et puis aux relations interpersonnelles. Et récemment, quand on parlait des difficultés, des défis à négocier avec celui qui est à la Maison-Blanche aujourd'hui, on disait, si on avait un premier ministre ou si on a un premier ministre, on va voir, l'avenir va le dire, qui serait capable d'établir une relation personnelle d'abord. Que dans n'importe quelle relation professionnelle, il y a d'abord un contact personnel. Donc, je trouve Mélanie sympathique ou pas. Bon. Puis, je réagis en conséquence, puis vous répondez en conséquence, et ainsi de suite. Donc, M. Mulroney, avec M. Reagan, ont développé une relation extrêmement étroite. Ça s'est poursuivi avec M. Bush, et ainsi de suite. Jean Chrétien, avec Bill Clinton, puis ça se continue aujourd'hui, et ainsi de suite. Donc, c'était deux styles de leader très différents, et cette touche-là de M. Mulroney avait un impact considérable. Il y a des gens qui ont eu des coups durs dans la vie, qui étaient des conservateurs ou qui étaient des critiques acerbes de M. Mulroney. Puis M. Mulroney les appelait, puis il disait, écoute, tu passes à travers une période difficile, puis et ainsi de suite, si je peux t'aider. Puis il y a de ces gens-là, tu sais, ils te racontent ça, là, puis ils en pleurent. Ça que donc, c'était deux styles très, très différents. Et c'est ça. Donc, M. Mulroney, quand il est arrivé au pouvoir, il est reconnu pour avoir dit que les fonctionnaires, ça ne fonctionnait pas. Il allait rapidement leur donner des espadrilles pour courir, puis un pink slip, comme on dit en anglais, c'est-à-dire quelque chose pour dire « bye-bye ». Mais finalement, les choses ont changé, comme vous en avez parlé. Donc, parlez-nous de ça. Comment ça a changé, cette perception des fonctionnaires par M. Mulroney? Il a appris à connaître les fonctionnaires, surtout les hauts fonctionnaires. Puis il s'est rendu compte que ces gens-là avaient une grosse contribution à faire. Puis il était là pour l'aider. C'est qu'il y avait un programme. Mais le programme, là, c'est pas les gens d'un comté qui mettraient ça en place. Et donc, je me rappelle au début, quand on travaillait, puis certains, entre autres, Mazankowski, il disait, c'était un maudit libéral. Là, je disais, M. Mazankowski, autant que je sais, vous aimez beaucoup travailler avec Jim Wright. Ah ouais, mais Jim, c'est pas pareil. Que donc, ils ont appris à nous connaître, puis qu'on était là pour aider. Et puis, il n'y a pas eu de pink slips. M. Mulroney a déplacé 3 hauts fonctionnaires, 4 autres fonctionnaires.
Un, et on peut le mentionner, c'est Ed Clark, qui avait été l'architecte de la politique nationale de l'énergie. Et c'est un gars très, très, très brillant. Ed est exceptionnel et ainsi de suite. Ça, il a été une des victimes. C'est avant que j'arrive comme conseiller greffier du conseil privé. Un autre, c'était un sous-ministre qui avait manqué de jugement sur quelque chose. Et, mais à part de ça, là, il y en a eu très, très peu, peut-être 3. Mais... Donc, la fonction publique, la haute fonction publique en particulier, a fait ses preuves et puis cette appréhension que les gens politiques avaient est disparue. M. Mulroney a fait 2 choses extrêmement impopulaires. La TPS, la taxe sur les produits et services, et l'accord de libre-échange avec les États-Unis, impopulaire à ce moment-là. Donc, parlez-nous de cette capacité à faire des gros changements comme ça, impopulaires. Surtout qu'on a comme l'impression qu'on a perdu cette capacité-là de faire ces grandes choses-là. Donc, comment vous avez pu faire ça comme greffier à ce moment-là, ces 2 choses-là? Vous avez parfaitement raison. On a perdu un peu, les gouvernements ont perdu un peu ce désir-là, cette volonté-là, cette conviction-là de faire des choses. Et je pense qu'il y a des politiciens qui disent on va être élu premier ministre parce qu'il y a des choses qu'on veut faire. Puis il y en a d'autres qui veulent devenir premier ministre. Et M. Mulroney, il savait ce qu'il voulait. Donc, il s'est rendu compte que simplement la taxe de vente et l'impôt sur le revenu, c'était pas suffisant. Puis, il travaillait avec Michael Wilson sur la TPS. Puis, il savait très bien que son caucus taxait ci puis taxait ça. C'est que là, il les a convaincus d'abord que ça prenait une taxe. Et puis après ça, bien là, la pression s'est faite. On va exempter ci, on va exempter ça, puis ainsi de suite. Puis il fallait résister à ça. Il fallait d'abord et avant tout qu'il y ait l'appui politique. Puis il était exceptionnel à faire ça. Donc, il disait, la réunion du Conseil des ministres mercredi, le jeudi, c'est important. Mais le caucus mercredi, là, encore plus. Parce que je suis chef de parti aussi. Et il passait beaucoup de temps à se préparer. Puis, c'est bien connu, sur le téléphone, à appeler, à convaincre, puis ainsi de suite. Donc, puis sur le libre-échange, c'était la même chose. Puis si on compare ça, par exemple, à M. Trudeau, M. Trudeau qui avait de la substance, bien lui, c'était la Constitution. Faire des choses pour les Autochtones, et ainsi de suite. Mais c'est des gens qui sont arrivés en politique avec des projets, puis plus ou moins, tu sais, comme hell or high water, on va le faire. Puis, il a appuyé Michael Wilson, et c'est intéressant dans cette conjoncture-là, quelque chose que vous savez peut-être, Mélanie, c'est que le type qui a défendu la TPS devant le comité parlementaire, c'est Michael Sabia. Je ne le savais pas. Mais moi, je veux que vous parliez de votre rôle à vous aussi, là, parce que vous faites partie de cette mise en œuvre-là. Il y a d'abord le politique en arrière, mais ensuite la mise en œuvre. Là. Comment ça a été fait? Parce que ça devait être même impopulaire au sein de la fonction publique. C'est pas facile de faire ces grosses choses-là difficiles. Qu'est-ce que vous avez fait pour... D'abord, il nous impliquait beaucoup, M. Mulroney nous impliquait beaucoup dans le processus décisionnel. Donc, la TPS, une rencontre, son chef de cabinet, j'en ai passé plusieurs, son chef de cabinet, le ministre des Finances, le ministre des Finances, M. Mulroney et moi. Et puis, le dossier progressait. Et moi, j'étais
la courroie de transmission entre le niveau politique et l'appareil gouvernemental. Donc, j'avais mis rapidement sur pied un comité des sous-ministres, une rencontre des sous-ministres. À tous les mercredis matins, j'avais convaincu mes collègues d'avoir une réunion des sous-ministres. Si on n'avait pas besoin, on l'annulait. J'avais dit à mes collègues, 8 heures. Et ça va durer 60 minutes. Ça va commencer à 8 heures. Ça va finir à 60 minutes plus tard. Et on faisait un tour de table. C'est que je disais, voici quelles sont les priorités du premier ministre. Donc, la TPS. Puis, le ministère du Revenu ou d'autres ministères. Bon, toi, tu sais, c'est quoi ton rôle? Quelles sont tes préoccupations, etc. Puis on était là. Et puis, avant de quitter, à 9 heures, tout le monde avait une chance, s'il y avait un dossier qui progressait mal, et ainsi de suite, de le soulever. Puis à l'occasion, il y en avait un qui dit, Paul, tu sais, je t'en parle pendant une minute, là, mais je peux-tu te voir après pour 10 minutes? Puis il y avait des choses comme ça. À que donc, l'appareil fonctionnait bien, très bien. Puis, j'avais de bons collègues qui faisaient le suivi ensuite au niveau des ministères, et puis rentrer plus dans les détails, etc. C'est que donc, cette courroie de transmission-là fonctionnait très, très bien. Et je ne veux pas être partisan, parce que ce n'est pas un commentaire partisan, mais c'est la critique la plus acerbe que j'ai à l'égard de Justin Trudeau, parce qu'il n'a jamais compris l'importance de cette courroie de transmission. Il a créé un bureau du premier ministre énorme, et quelqu'un de très élevé dans ce bureau-là a dit un jour, « Oh, j'aime les sous-ministres parce qu'ils sont très bons pour rédiger les procès-verbaux. » Donc, on tourne la page. Quand vous terminez comme greffier, vous passez au privé et vous devenez président, directeur général du Canadien national, qui est aujourd'hui une société qui est très profitable, très respectée. C'est la plus grande compagnie ferroviaire au Canada. Mais à ce moment-là, ça ne va pas bien du tout. Et donc, vous avez un mandat de faire un énorme changement. Comment est-ce que vous arrivez à faire ce changement-là? Comment vous faites cette transition-là au privé? Quand M. Mulroney m'a demandé, m'a offert le poste de PDG du Canadien national, j'ai dit oui, Premier ministre, à condition que j'ai un mandat de privatiser. Et pour privatiser, puis convaincre des gens comme Mélanie de mettre des économies en achetant des actions du Canadien national, il fallait faire quelque chose avec la compagnie, qui était une immense bureaucratie. Donc, c'est un chemin de fer qui fonctionnait bien, mais il n'y avait aucun sens de l'urgence. Je disais aux clients, bien, si on arrive le lundi, on arrivera le lundi, puis sinon, on va arriver le vendredi. Aucun sens de l'urgence, aucune préoccupation avec les résultats financiers. Ah, il n'y a pas de problème, Paul. Tu sais, si on perd 100 millions, ce qui était le cas, bien, le Conseil du Trésor va nous donner le chèque. Et il fallait changer ça. Donc, d'abord, les individus. Et à l'interne, dans toute grosse bureaucratie, secteur public, secteur privé, il y a des gens qui sont frustrés parce que ça ne va pas à leur goût. Et quand j'ai commencé à parler des changements, et là, ils ont dit, ben non, Paul, tu ne peux pas faire ça. Puis il y en a beaucoup qui ont dit, Paul, moi j'aime ça, ce que tu dis là, puis ainsi de suite. Donc, on a identifié les agents de changement, les agents, les individus qui voulaient préconiser le changement, qui avaient été frustrés, et ainsi de suite. Du sang nouveau, ma meilleure décision, ça a été Michael Sabia, que j'ai recruté, Claude Mongeau, qui est devenu plus tard vice-président exécutif des finances, qui m'a succédé après, et donc, mettre l'accent sur les résultats. La première journée, j'ai rencontré les chefs syndicaux. Et mes collègues ont dit, Paul, tu connais rien. Tu veux quoi?
Tu vas te faire manger tout rond. Je dis, non. Je veux simplement leur expliquer d'une façon très simple. Et l'exemple que j'utilisais, c'était, si vous arrivez chez vous le soir, puis votre conjoint ou votre conjointe vous dit, on a un gros problème parce que le carte de crédit, là, on dépense trop. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous regardez la liste des dépenses, puis vous dites, où est-ce qu'on peut couper? Ben moi, j'arrive, là, je regarde ça, il y a 42 % là, c'est les employés. Ou 44 % je ne me rappelle pas du chiffre précis. Mais il faut faire quelque chose. Donc, on a coupé beaucoup. Et puis, on a réduit ça d'à peu près 36 000 à, je ne sais pas quoi, 20 quelques mille. Et puis, on l'a dit franchement, je l'ai dit à la première réunion avec les chefs syndicaux. Et puis, ça a créé de l'enthousiasme, puis la bonne gestion, c'est d'abord la psychologie. C'est que donc, journée où j'arrive ici, je suis dans le bureau, je dis à l'adjointe qui était là, mon prédécesseur, je dis, où est-ce que les cadres supérieurs mangent? Bien, ils ont dit, il y a une salle à manger. J'ai dit, quoi? Ben oui, ils ont une salle à manger. Fait que je vais voir le gars qui s'occupait de la salle à manger, puis il avait l'air un bon gars, je suis avec lui, puis je dis, inquiète pas, ma salle à manger, on la ferme. Il dit, quand? Je lui dis, aujourd'hui. Mais ça passe un message. Fait que donc, puis là, les gens ont vu que c'était sérieux. On a éliminé 6 ou 8 postes de vice-président. C'était fait dans la même journée. Mais évidemment, ça passe un message. Puis, en même temps, montrer que tu dois faire des choses rapidement. Je suis dans l'ascenseur un jour, des petits-enfants, il y avait une garderie, des petits-enfants, puis tout ça, je me mets à jaser avec une couple de parents. Puis la femme a dit, M. Delia, vous arrivez? J'ai dit, oui, ben, elle dit, si jamais vous avez le temps, j'aimerais bien ça. Elle dit, vous montrer la garderie. Elle dit, ça fait 6 mois qu'on essaie de l'agrandir. Puis elle dit, ça va nulle part. Ben, je dis, je vais y aller tout de suite. Puis le lendemain, on avait approuvé le projet. Bien ça, là, tous les gens qui cherchaient des places, là, ont dit, tu sais, Tellier s'intéresse à ça, puis, tu sais, c'est pas enfargé dans les fleurs du tapis, puis, bon. Un bon conseil que j'avais eu de M. Pepin, j'avais engueulé quelqu'un devant lui, puis il m'avait dit, Paul, t'as manqué de jugement. 99,9 % des gens fonctionnent beaucoup mieux, avec un sourire qu'avec un coup de pied. Puis là, il dit, tu viens de manquer de jugement, parce que je connais la personne à qui tu parlais. Que donc, pas de menace, et ainsi de suite, créer un esprit d'équipe. Puis, on est passé, on a fait un chèque au gouvernement de 2,5 milliards, puis aujourd'hui, ça vaut un peu plus que 80 milliards. Donc, il y a beaucoup de parallèles quand vous arrivez au CN comme dirigeant. Vous voulez tout changer, puis vous amenez avec vous quelqu'un d'important pour nous qui s'appelle Michael Sabia, qui est notre greffier du conseil privé aujourd'hui. Et puis là, vous avez un mandat de changement et il faut que ça se passe. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe en ce moment. On a un premier ministre qui fait face à des énormes difficultés géopolitiques et économiques, qui a un désir de changement et qui a amené encore Michael Sabia avec lui pour faire la mise en œuvre et penser à tout ce changement. Donc, quel conseil vous auriez pour Michael Sabia, mais aussi pour tous les fonctionnaires qui vont devoir essayer de faire la mise en œuvre de ces changements-là? Bien, d'abord, Michael Sabia n'a pas besoin de conseils. C'est un esprit stratégique extraordinaire et je ne pense pas, puis je l'ai dit publiquement, je ne pense pas que le premier ministre, que M. Carney, aurait pu choisir un meilleur individu au Canada pour ce poste-là, étant donné qu'un, il connaît la fonction publique, deux, il connaît le monde des financiers, trois, il a géré des grosses entreprises, de l'autre côté de la rue, BCE, Hydro, et ainsi de suite. Je pense que la lettre qu'il a envoyée à tous les fonctionnaires est excellente. Focus, concentrez-vous sur les priorités, et ainsi de suite. Deuxièmement, réduisez la bureaucratie, l'efficacité. Puis trois, imputabilité. C'est ce qui doit être fait. Et on est porté, les gens, les contribuables, les citoyens canadiens sont portés à blâmer les gouvernements. Mais quand il y a quelque chose qui fait défaut, il y a quelqu'un qui est imputable.
Pourquoi, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a des délais de 2 ans pour approuver des visas ou des choses? Pourquoi? C'est que donc, il y a toute une hiérarchie, là. Il y a un ministre, il y a un sous-ministre, il y a des sous-ministres adjoints, des directeurs généraux, puis ainsi de suite. Bien, ça, là, collectivement, individuellement, il faut qu'ils soient imputables. Puis l'histoire des passeports, c'est bien beau de dire, oui, mais il y avait la COVID, et ainsi de suite. Ben oui, mais il y avait du monde qui pouvait penser à ça. C'est que donc, être imputable, ce qui est le dernier point dans la note de Michael, c'est très important. Et si les gens assument leurs responsabilités, et moi je disais toujours, écoute, t'as un job à faire, puis si tu le fais pas, bien, on va te tasser, puis on va prendre quelqu'un qui va le faire. Parce que s'il n'y a pas de job à faire, tu ne devrais pas être sur le rôle de paye. Ça que donc, je pense que c'est ça, recréer cette énergie-là et ce sens de l'excellence. Ça, c'est très important. C'est très important. Puis on n'en a pas parlé. Mais la grosse différence entre CN et mon expérience à Bombardier, c'est qu'ici, il n'y avait pas de résistance. On voyait, là, tu sais, par des 100 millions, etc. Bombardier, quand je voulais faire des changements, il disait « Ouais, mais Paul, tu sais, on ne connaissait rien des avions, maintenant, le 3e plus gros joueur dans le monde. » Tu sais, c'est difficile, quand tu as été très bon, de dire aux gens « Bien, maintenant, il faut changer parce qu'on n'est pas aussi bon. » Alors qu'ici, on partait d'une base beaucoup plus faible, puis c'était plus facile. Et c'est un des défis que Michael va avoir, parce que la fonction publique, il y a eu des gens exceptionnels, ça a fait ça, puis il faut remonter ça. Bien, écoutez, je vous remercie énormément pour cette entrevue, mais aussi pour votre service pour les Canadiens. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Continuez à nous parler. On a besoin de vous entendre. Un grand, grand merci. Merci, Mélanie. C'était un plaisir de vous rencontrer.